Avant d'aborder quelques éléments de bilan de l'année 2024 et quelques perspectives sur 2025, je voudrais commencer par deux, trois constats généraux que je tire de ma carrière récente. Bon, vous ne me connaissez pas très bien, mais je ne viens pas de la communauté de santé, je ne suis pas médecin, je ne suis pas directeur d'hôpital, je ne suis pas directeur d'établissement médico-social, je ne suis pas originaire de cette grande communauté, je viens d'un tout autre domaine, je suis issu du corps préfectoral, j'ai toute une carrière de préfet derrière moi, j'ai été secrétaire général du ministère de l'Intérieur, et je peux vous dire qu'au ministère de l'Intérieur, les questions cyber sont prises avec énormément de sérieux, parce que ça finissait par entrer finalement presque dans mon quotidien. Après le ministère de l'Intérieur et avant de rejoindre le monde des ARS, j'ai fait une petite bifurcation par le monde maritime, beaucoup travaillé pour l'économie maritime avec les grands armateurs français, et je peux vous dire aussi que dans ce domaine, la question cyber est prise très, très, très au sérieux, parce que la moindre attaque, le moindre retard sur le transport maritime, le moindre dysfonctionnement de ces grands opérateurs a des coûts tellement énormes et des coûts réputationnels tellement énormes qu'ils sont prêts à investir massivement pour se prémunir de ce type de désagrément. Moi, ce qui me frappe quand je colle bout à bout toutes ces expériences du monde hyper régalien du ministère de l'Intérieur, du monde hyper économique et attentif à sa rémunération du transport maritime, et le monde pétri d'autres valeurs qui est le monde de la santé, je me rends compte que face à une attaque cyber ou face à un problème cyber, on a toujours un peu les mêmes réactions. Et c'est intéressant de voir que, quels que soient les acteurs, finalement, on a un peu tous les mêmes réflexes, qui ne sont pas toujours d'ailleurs des très bons réflexes. Et ce qui me frappe, y compris dans les derniers incidents, aux dernières attaques, aux derniers problèmes que nous avons eu à suivre à l'ARS, c'est plutôt un réflexe de déni. Non, c'est pas très grave. Non, on n'est pas encore sûr que c'est une attaque. Non, on n'est pas certain. On va voir. Bon, c'est humain. C'est parce qu'on n'a pas très envie de se dire qu'on est entré dans quelque chose qui va être très lourd et très compliqué à gérer. Et en même temps, tout le temps perdu est un temps qui se paye cash en la matière. Tout le temps perdu pour prendre les mesures de protection, d'isolation du réseau, c'est un temps qui se paye cash pour l'établissement et peut-être pour les autres, avec les risques de contamination. Le deuxième réflexe, c'est, bon, oui, on a un problème, vous inquiétez pas, on a mobilisé tout le monde, on va s'en sortir. Et donc, on n'a pas vraiment besoin d'aide extérieure. Parce qu'on a toujours ce réflexe en nous que faire appel à des experts extérieurs, faire appel au Cézanne, à l'ARS, mobiliser le stock stratégique qui est positionné à l'AP pour notre région, c'est faire venir un regard extérieur qui va encore un peu compliquer plus ce qu'on est en train de faire. Là encore, deuxième réflexe que je comprends, mais qui lui aussi peut coûter très très cher. Parce qu'au contraire, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de ce regard extérieur et de cette expertise qui vient aider. Et puis, troisième réflexe qui me frappe beaucoup, c'est notre capacité collective à sous-estimer complètement l'impact et la durée de la crise. Et on a toujours ce sentiment que, une fois qu'on aura isolé nos systèmes, une fois qu'on aura dépollué l'ensemble du réseau, ça y est, on sera sorti de la crise. Non, elle ne fait que commencer. Nous le savons tous, on a plein d'exemples bien connus où les difficultés se poursuivent. Elles peuvent se poursuivre sur plusieurs mois. La durée de remise en service de nos systèmes d'information et le retour à un fonctionnement à peu près normal des services, en général, prend plusieurs mois, ce qu'on n'aime pas bien se dire entre nous au démarrage, alors qu'il faut avoir cette lucidité d'affronter les choses. Donc c'est intéressant de voir comment je retrouve dans chacun de mes postes, dans chacune des communautés avec lesquelles je travaille, ces quelques réflexes contre lesquels il faut que nous apprenions collectivement à lutter. Je retire de cet enseignement très, très, très général qu'il est dans le rôle d'acteur auprès de vous, d'acteur de proximité, que le Cézanne et les équipes de Naïma, l'ARS, et puis
à un niveau national plus important, évidemment l'ANSSI qui doit d'ailleurs venir vous parler aujourd'hui, d'intervenir et d'être en permanence auprès de vous dans la gestion de ces crises. Donc surtout, n'hésitez pas à les mobiliser. Mais notre rôle, au-delà de la gestion de crise elle-même, c'est de nous aider collectivement à préparer, à mieux anticiper ces crises. Nous avons fait, je pense, des progrès absolument considérables, sans doute en raison des expériences que certains établissements de notre région ont vécues, et avec la multiplication des alertes qui nous interrogent tous. Il n'y a pas un moment de l'année où nous n'avons pas une alerte sur un établissement, sur un réseau, sur un système, sur une base de données. Bon, c'est un lieu commun de dire que la situation internationale, les risques liés à un certain nombre de conflits ne vont pas améliorer les choses. La possibilité d'une attaque ciblée sur un établissement un peu emblématique de notre région pour différentes raisons devenir de plus en plus prégnant et doivent tous nous responsabiliser. Moi, ce qui me frappe malgré tout, c'est que ces attaques internationales qui nous paraissent toujours là aussi un peu lointaines ne sont peut-être d'ailleurs pour l'instant pas le risque le plus évident, parce que quand on regarde les différentes attaques auxquelles on a eu à faire face ces derniers temps, ce sont plutôt des attaques issues de la grande ou de la petite criminalité, parce que c'est toujours difficile de savoir exactement qui est derrière. Et finalement, les établissements les plus attaqués, les établissements qui ont été attaqués, sont embarqués dans un filet largement déployé par un réseau criminel qui a trouvé une faille dans un système et qui l'a exploité. Et donc, ça n'est pas parce qu'on se dit que l'établissement n'est pas très emblématique, il n'est pas sur des activités sensibles, qu'il est protégé. Non, pas du tout. Aujourd'hui, n'importe quel établissement peut être embarqué dans une démarche, dans une action de piratage, pour autant que le pirate identifie dans vos systèmes de protection la moindre faille. Quelques points, quelques progrès réalisés ensemble pendant l'année écoulée. Alors, premier point, il faut qu'on se le dise, quand il y a des belles réussites, il faut qu'on les partage. Le lancement du programme CARE dans notre région a vraiment été un véritable succès. En Île-de-France, on a eu 219 candidatures pour le domaine 1 qui concernent 1366 entités géographiques, dont plus du quart sont situés hors Île-de-France. Et on s'attend désormais à recevoir les dossiers attestant l'atteinte des cibles, et je vous rappelle à tous que ces dossiers doivent être déposés avant le 30 juin. Un autre aspect du programme CARE, c'est la généralisation des centres régionaux de ressources cyber, dont les missions ont été définies en 2024 et qui font l'objet d'un financement dédié. C'est une reconnaissance vraiment importante du travail que l'on a engagé ensemble, que vous avez engagé avec le Cézanne, avec l'ARS, avec l'AP en Île-de-France en 2023, en lien avec tous ces acteurs, sur la mise à disposition d'une palette d'outils, de matériel mobilisable rapidement pour tous les établissements de la région, pour se préparer aux risques cyber, pour identifier les failles, comme je vous le disais tout à l'heure, et pour y remédier. Et en cas de crise, pour disposer de moyens matériels et humains pour y faire face efficacement avec résilience. Et j'ai été amené à voir à plusieurs reprises la rapidité de mobilisation de ces matériels et l'efficacité de ce dispositif. Dans le cadre de la formalisation de l'organisation de ce centre régional en Île-de-France, nous souhaitons maintenir la mobilisation ensemble du Cézanne et de l'AP, de la PHP, qui est le porteur de ce stock stratégique. En 2024, nous avons eu une dynamique très soutenue concernant l'organisation d'exercices des crises cyber. C'était un point absolument essentiel, notamment lié, vous vous en souvenez bien, à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Alors, selon les informations sans doute parcellaires dont on dispose à l'ARS, enfin qui donne quand même un élément, nous avons identifié 191 exercices de crise cyber en 2024, impliquant 558 entités géographiques distinctes. C'est un beau progrès, on a fait un pas collectif en avant. Il faut absolument que cet effort que nous avons réalisé parce qu'il y avait les JO ne retombe pas et que nous restions mobilisés et que nous restions
à ce niveau de mobilisation en 2025. Là encore, selon les éléments dont on dispose, mais je ne peux pas garantir qu'ils soient exhaustifs, nous avons identifié 106 incidents relatifs à la sécurité des systèmes d'information qui nous ont été déclarés en 2024, contre 62 en 2023. Vous voyez la progression considérable. Alors c'est difficile de dire est-ce qu'il témoigne d'une augmentation du risque cyber ou est-ce qu'il témoigne un meilleur système de déclaration des incidents aux autorités de tutelle. C'est sans doute un peu les deux. En tout cas, nous ne sommes pas dans une phase ni de diminution, ni de stabilisation, mais nous sommes bien dans une phase de montée en puissance du risque que nous devons prendre ensemble. Alors ce que je note, c'est, point intéressant, c'est que finalement, en 2024, les événements informatiques les plus marquants et qui nous ont le plus mobilisés ne sont pas forcément ceux qui ont le plus d'impact sur l'offre de soins, ne sont pas forcément ceux qui résultent d'actes de malveillance, mais sont ceux qui résultaient de déficiences, de défaillances techniques, d'alimentation, de serveurs, etc. Mais au bout du compte, ils ont un peu les mêmes effets. Alors, pas avec le même risque, évidemment, de divulgation de données, etc. Mais pour le fonctionnement d'un établissement et pour les équipes des établissements, ça a un peu les mêmes effets. Et ce type de panne, d'incident, nous conduit aussi à nous entraîner, à avoir un bon état de préparation à la gestion de crise. Et ces incidents ont cependant remis en lumière un constat vraiment essentiel qu'on doit partager ensemble, c'est que la résilience des systèmes d'information qui outillent vos organisations et la gestion de la continuité d'activité quand ces systèmes d'information deviennent défaillants sont vraiment l'affaire de tous. Et dans les établissements, j'ai eu un peu le sentiment, dans la gestion de crise liée à ces défaillances, c'était un peu une affaire monopolistique de la direction générale en lien avec sa DSI, alors que l'enseignement que nous retirons, c'est que tous les services supports, la logistique, les achats, les RH, les finances, la qualité, mais tous les services, y compris soignants, doivent être mobilisés dès le début de la gestion de crise, parce qu'ils doivent mettre en place des dispositifs de gestion dégradés qui ne s'improvisent pas. Voilà. Et donc, tout ce qui permet, dès le début de gestion de crise, de mobiliser l'ensemble de la communauté hospitalière, l'ensemble de la communauté des établissements médico-sociaux, doit être absolument pris en compte, même si ce n'est pas, là encore, notre réflexe immédiat. Cela me permet de faire le lien avec le domaine 2 du programme CARE, qui sera cette année consacré à la stratégie de continuité et la reprise d'activité. La reprise d'activité, je vous l'ai dit tout à l'heure, on sous-estime toujours le délai de retour à la normale et la reprise d'activité. Je voudrais terminer cette introduction avant de laisser la parole à Naïma en soulignant que l'ARS et le Cézanne ont souhaité se donner comme priorité en 2025 l'accompagnement des établissements sociaux et médico-sociaux vers une préparation renforcée au risque cyber. C'est vrai que jusqu'à présent, il y a une très très forte mobilisation des établissements sanitaires, un petit peu moins des établissements médico-sociaux. Il faut maintenant qu'on y aille et qu'on les embarque avec nous. Alors, on sait que pour de nombreux établissements, ils ont le sentiment que la marche est un peu haute, qu'ils disposent peut-être de données un peu moins sensibles, que le risque est moins important pour eux parce qu'ils sont moins en vue. Bon, comme je vous ai dit, tout ça, c'est du pipeau. S'ils sont embarqués dans une attaque très très large et s'ils disposent de fragilité dans leur système, ils peuvent tout à fait se retrouver en première ligne. Donc nous avons décidé d'investir avec le Cézanne pour leur permettre de se préparer aussi et de faire les diagnostics nécessaires. Et le Cézanne proposera cette année un guichet dédié aux établissements médico-sociaux qui pourront, par ce biais, par cet intermédiaire, réaliser des diagnostics, réaliser des exercices de crise cyber, et cela de façon totalement gratuite par la prestation du Cézanne. Alors on sait que c'est un effort important pour vos équipes, mais on compte vraiment sur vous pour profiter de cette offre qui vous est donnée et pour progressivement monter en compétences et vous mettre au niveau qui sont requis. Avant de laisser la parole à Naïma, que je remercie à nouveau avec toutes ses équipes pour la mobilisation du Cézanne et pour l'organisation de cette journée aux côtés de l'ARS,
Je voulais nous dire collectivement que je nous souhaite une année la moins agitée possible. Je ne nous souhaite pas beaucoup de chance parce qu'il y a des domaines dans lesquels on a la chance qu'on mérite. Et en matière cyber, on aura la chance que l'on se sera préparé par des exercices, par des diagnostics, par une mobilisation, par une vigilance permanente qui devra continuer à augmenter, parce qu'une attaque, ça coûte cher, avec le risque de diffusion de données personnelles hyper confidentielles et protégées. Ça coûte cher sur le risque réputationnel d'un établissement, ça coûte cher en termes de reprise d'activité et ça coûte cher en termes de trajectoire financière de l'établissement. Donc, pour toutes ces raisons, l'investissement est toujours rentable sur la cyber. Vous en êtes persuadé. Je compte sur vous, comptez sur moi pour en persuader un peu plus vos directeurs généraux. Merci beaucoup.